Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'ambition qui est à l'origine de cette étude n'est pas d'écrire une histoire générale de la résistance, ou celle d'un mouvement ou d'un réseau de résistance, dont chacun a plus ou moins bénéficié déjà d'un historien auteur d'une thèse chargée d'alimenter le flambeau de sa mémoire. Cet ouvrage propose l'histoire des résistants de la première heure, celle des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour la liberté de leur pays et qui sont paradoxalement oubliés de la mémoire nationale et demeurent des anonymes. Comme leurs ancêtres de la guerre de 1870 qui s'en prenaient à l'envahisseur prussien dans les provinces de l'Est, ces isolés agissaient selon l'impulsion ou l'objectif à leur portée, et vont puissamment contribuer à donner son style et son visage à la guerre qui s'engage contre l'occupant. Ils vont constituer ce que l'on appellera ensuite la première génération de la résistance. Mais ils resteront des anonymes, car l'histoire ne retiendra pas leur nom. Pourtant, sans ces initiatives qui ont transformé leur maison en couverture pour grouper ceux qui n'acceptaient pas la défaite, sans les publications clandestines qui préparaient les esprits à se révolter, sans l'aide apportée aux aviateurs, aux prisonniers évadés, aux juifs, bref, sans ces actes de courage et de bravoure de la première heure, la résistance n'aurait sans doute pas pris forme en France. Résister, en 1940, cela signifie d'abord refuser l'armistice et poursuivre une guerre qui, loin d'être terminée, ne fait que commencer. C'est ce qu'avait affirmé à Londres, le 18 juin, le général de Gaulle. Mais concrètement, peu de Français l'ont entendu, et parmi ceux qui l'ont écouté, beaucoup refusèrent de suivre un général rebelle. Les premiers résistants de l'intérieur obéissent plutôt à des réactions spontanées, dont les motivations étaient diverses. Les conditions d'entrée dans la résistance sont variées. Il suffit d'une rencontre, d'une conversation, d'un exemple familial ou amical pour qu'on entre dans telle ou telle organisation plutôt que dans telle autre. Il faut prendre des précautions et agir avec discernement. Les uns et les autres ne forment jusqu'en 1941 qu'une infime minorité, dont l'attitude à l'égard de Vichy reflète la différence des choix initiaux. Les premiers, un moment persuadés que le maréchal Pétain joue un double jeu, maintiennent des contacts avec son entourage où certains éléments préparent même la revanche. Les seconds, qui rejettent l'idéologie vichysoise où ils dénoncent un fascisme rampant, veulent réhabiliter une république trahie par les siens. Si les premiers contacts avec De Gaulle à Londres n'auront lieu qu'en mars 1942, on assiste à la création de nombreux foyers de résistance, qui surgissent en ce fertile été 1940, mais n'évolueront pas ensemble, dans le même sillage. Ce qui frappe avant toute chose, c'est la précocité extrême des premières réactions de refus vis-à-vis de l'occupant. Comme l'écrit Margaret Collins White, les débuts de la résistance coïncident avec l'invasion. Mus par un sentiment patriotique, des individus isolés, incapables de supporter la vue d'un soldat allemand sur le sol français, réagissent instinctivement. Par-dessus tout, les résistants étaient des non-conformistes ayant un esprit d'indépendance, qui refusaient de se plier à cette nouvelle situation imposée par la défaite de la France. Nombreux, profondément convaincus qu'il n'y a pas d'accord possible avec le nazisme, déconcertés, indignés par cette guerre escamotée, songent à agir, cherchent à faire quelque chose en France ou à joindre Londres. Mais pour cela il fallait s'organiser, trouver des amis avec qui ils pourraient former un réseau ou un groupe. Les premiers actes de résistance sont spontanés, issus d'un réflexe patriotique. Mais ce réflexe trouve sa substance au plus profond des mentalités. Il résulte de tout un ensemble d'itinéraires qui s'inscrivent en filigrane de l'engagement. Ainsi, les réseaux d'amitié d'avant-guerre sont primordiaux pour comprendre les différents engagements. Contrairement à une idée avancée dans l'historiographie française, on observe que les réseaux et les mouvements ne sont pas aussi minoritaires entre 1940 et 1942, et que les oppositions, les actes de désobéissance et de transgression ne sont pas aussi marginaux. Souvent, il s'agit d'actes d'hostilité à l'occupation allemande qui prennent de multiples facettes. Crise hostile, inscription, camouflage d'armes, tentative d'évasion, etc. Les premiers sabotages et attentats à l'encontre des troupes d'occupation sont immédiats, sous la forme de coupures de câbles électriques et de lignes téléphoniques allemandes le plus souvent, d'attentats contre des biens, voire beaucoup plus rarement d'attaques de soldats allemands. Ces actes sont accomplis souvent par des individus isolés, sous le coup de l'émotion consécutive à la défaite. Pourtant, leurs auteurs ont risqué la peine capitale.
On assiste à une véritable toile d'araignée qui se forme progressivement et lentement dans le sud-ouest et dans le reste de la zone libre au début des années sombres, semblable en cela à la nébuleuse résistance de la zone occupée dont le musée de l'homme fut un des pivots en 1940 à 1941. De fait, le premier élan des précurseurs de la résistance, ce désordre de courage dont parlait André Malraux, fut marqué par l'énergie du désespoir. Prenons l'exemple de Jean Texier. Ce militant socialiste, rédacteur au ministère du Commerce et collaborateur des Nouvelles littéraires avant-guerre, vécut le drame de la défaite et de l'armistice dans une petite ville d'Indre-et-Loire que traversaient les colonnes de l'Exode. Revenu à Paris au début de juillet 1940, sous le choc de la présence allemande, il rédigea alors des conseils qu'il réussit à faire imprimer en plaquettes en août 1940. Ces conseils à l'occupé eurent, pour autant qu'on puisse en juger, un effet considérable sur ceux qui les ont lus. En prenant connaissance de ce texte, Agnès Imbert, active résistante engagée dans le groupe du Musée de l'Homme, notait « Les rédacteurs des 33 conseils à l'occupé sauront-ils jamais ce qu'ils ont fait de nous, et sans doute des milliers d'autres ? L'étincelle dans la nuit. Nous sommes sûrs maintenant de ne pas être seuls. Il y a d'autres gens qui pensent comme nous. » De sorte qu'on ne peut comprendre l'impact des conseils de Jean Texier sans intégrer une prise de conscience qu'impliquait l'entrée en résistance. Qu'ils appartiennent ou non à une organisation, les résistants sédentaires constituent la réalité essentielle de la résistance. Il s'agit de tous ceux qui ne sont pas clandestins, qui ont gardé leur domicile, leur profession et leur véritable identité. Ce sont des individus ou des familles qui acceptent d'accueillir, de loger et de cacher des résistants de passage, de servir de planque, de boîte aux lettres, d'organiser chez eux des réunions et même d'y entreposer des armes. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement leur pays et ses habitants et qui peuvent rendre des services à la résistance, selon leur profession. Garagistes, boulangers, secrétaires de mairie, agriculteurs, médecins, assistantes sociales, instituteurs. Certains choisissent de soutenir les réfugiés, de cacher des juifs pourchassés, d'aider les prisonniers évadés, de s'engager à la Croix-Rouge pour aider les populations évacuées. Ce qui a débuté par un geste d'entraide, devient par la suite une multitude de gestes souvent illégaux, et la formation d'un réseau composé de plusieurs personnes. À la minorité résistante, il faut donc ajouter ceux qui n'ont pas adhéré à un réseau ou à un mouvement de résistance et qui par leurs gestes courageux de désobéissance civile ont permis de sauver des vies humaines, des réfugiés recherchés par les forces de l'ordre, des juifs, des résistants ou des réfractaires. Des actes individuels ou collectifs d'aide, de secours, de cache et de renseignements divers, dont les auteurs prennent des risques importants, viennent alimenter les réseaux et les mouvements de résistance qui se forment dès 1940. Tous ne proclament pas leur fidélité à la cause alliée ou au général de Gaulle. Ce sont les liens d'amitié, la géographie locale, les valeurs acquises les années de leur formation, qui détermineront la nature de l'activité clandestine et souvent son succès ou son échec. Le rejet du politique chez beaucoup de résistants est très net. L'engagement de la plupart des résistants se veut essentiellement patriotique et apolitique. Ce qui importe à tout, c'est de chasser les Allemands du territoire national. Les résistants et la mémoire. Écrire l'histoire de la résistance est désormais un exploit presque impossible. Devant la masse des ouvrages, des mémoires, des témoignages, des thèses, une seule vie ne suffirait pas. L'historiographie de la résistance, depuis une quinzaine d'années, avec un léger décalage sur celle de Vichy, a connu un développement remarquable. Ce développement s'est traduit par de solides monographies consacrées à des mouvements de résistance, aussi bien qu'à des personnages importants. De même, des pistes plus anciennes comme l'histoire politique de la résistance, l'histoire de ses idées politiques et sociales, l'étude de son organisation militaire ou celle des pouvoirs à la libération ont été approfondies ou refondues. Dans le même temps, de nouvelles problématiques étaient défrichées. Sociologie du phénomène résistant, détermination sociale, politique et culturelle de la résistance, résistance des femmes, des classes moyennes, des hauts fonctionnaires, des chrétiens, des juifs, des étrangers, etc. Logique et prédétermination de l'engagement, spécificité de certaines formes de lutte, résistance urbaine, résistance rurale, maquis, dimension culturelle du phénomène résistant, comparaison internationale. Face à une mémoire qui nous assaillit avec des images de l'époque démontrant comment les Français qui applaudissaient Pétain,
acceptèrent rapidement de s'aligner sur les exigences allemandes, cet ouvrage propose une autre vision. On a souvent dit, répété, que peu d'hommes se sont dressés contre le pouvoir nazi. La société française est globalement désignée chez des historiens français et étrangers, dans son ensemble, comme résignée, attentiste, comme une société qui s'accommode à moindre frais de la situation, essayant d'en tirer profit. C'est le film documentaire de 4 heures réalisé par Marcel Ophuls en 1971, Le chagrin et la pitié, qui a largement contribué à diffuser cette image de la France. Dans ce film, on ignorait pratiquement De Gaulle et on soulignait l'importance des actions de collaboration et de résistance en donnant l'image d'une nation, qui dans sa majorité avait été plus ou moins indifférente aux terribles événements de cette période. Aux yeux de Simone Veil, le film apparaissait comme psychologiquement très pernicieux parce qu'il montrait une France lâche, égoïste, méchante, qui noircissait terriblement la réalité. Il ramenait la résistance à un choix de hasard, et banalisait l'attitude des plus lâches. Mais pire encore, ce film est devenu un film culte, la Bible de la mémoire qui depuis les années 1970 guide et fascine la vision des historiens, celle de leurs étudiants et des nombreux lecteurs intéressés par cette période. Le film, pris en bloc, est devenu une sorte de vache sacrée. Ce qui se voulait était à l'origine un monument critique du passé instrumentalisé et momifié, de la pensée convenue et de la torpeur des historiens, a rejoint à son tour la vitrine blindée des icônes intouchables, nous explique Pierre Laborie. Une légitimité supérieure lui a été attribuée avec la publication en 1972 de l'ouvrage de l'historien américain Robert Paxton, La France de Vichy 1940 à 1944, traduit et publié en France en 1973. Ce que disent ce film et ce livre, c'est que l'idée d'une France majoritairement résistante est une fable, inventée par De Gaulle et ses alliés au moment de la libération et entretenue depuis pour permettre à la France de retrouver l'honneur perdu en 1940. Effectivement, depuis les années 1970, on a assisté à la diffusion de l'image d'un pays servile, opportuniste jusqu'à la lâcheté, et surtout sur le rappel constant de la résistance comme phénomène minoritaire qui n'aurait concerné qu'un pourcentage infime de Français. C'est une version qui classe les Français comme attentistes à 80%, parfois complices du pire par lâcheté qui s'accommodent à des degrés divers de la situation, ou comme ceux qui ont fait preuve d'opportunisme voire de faiblesse avant de se rallier tardivement quand ils ont compris que le vent tournait à l'idée de la France libre. Les résistants, eux, deviennent minoritaires, marginaux, jusqu'à l'oubli de ces nombreux anonymes qui ont risqué leur vie pour que la France un jour trouve le chemin de la liberté. Dans les pages les plus profondes de son livre, Pierre Laborie montre à juste titre que la France des années d'occupation fut moins celle de la complicité passive, comme le prétend la vulgate des historiens, que celle du non-consentement. Son livre rétablit d'une certaine façon l'honneur de la France, mais nous invite surtout à ne pas prendre un venin anachronique pour de la lucidité. Aujourd'hui, il conviendrait de mettre en doute, de se poser des questions concernant cette diffusion d'idées d'une certaine vulgate constituée par des historiens, installée avec l'air du temps et relayée par les médias, la diffusion d'une production audiovisuelle ou l'édition grand public consacrée à l'histoire de la résistance. C'est toute une génération de jeunes historiens français et notamment de journalistes qui se réclament de l'ouvrage de Robert Paxton, sans essayer de renouveler, et en situant ouvertement leurs recherches dans le prolongement de la révolution paxtonienne et de son tournant historiographique. De fait, on assiste depuis plus de 30 ans à l'instauration d'une pensée unique, somme toute assez sommaire et réductrice, présentant au lecteur une image manichéenne de la France sous Vichy, une mise en accusation régulière de l'attitude des Français et des Françaises, entretenue par un déluge de livres et de films suggérant que la majeure partie de la France avait été lâche ou complaisante, allant jusqu'à dénoncer régulièrement les Juifs et autres personnes. Pour en finir avec le pseudo-héroïsme d'une histoire inventée à laquelle les Français s'étaient empressés d'adhérer dans les années 1950 et 1960, on a instauré à la place une mémoire commune dans laquelle les premiers résistants sont totalement ignorés, allant jusqu'à préférer de présenter aux Français de plus en plus des publications sur les collaborateurs de tout genre, collaborationnistes et adeptes de la politique de collaboration de Vichy. Notre ouvrage met en exergue les mérites exceptionnels de ceux qui ont franchi le pas en juin 1940, qui ont osé transgresser la loi et agir,
qui ont osé désobéir aux lois de Vichy et à celles de l'occupant. Les anonymes de la résistance sont les oubliés de l'ombre, c'est-à-dire ces héros de la première heure, grâce à qui le travail de la résistance a pu être accompli. Concrètement, il s'agit des hôteliers qui acceptent de cacher des aviateurs alliés, des juifs ou autres fugitifs, des passeurs, des assistantes sociales et des médecins, des prêtres et des religieuses, des policiers et des gendarmes, des intellectuels et des artistes, de certains fonctionnaires, des enseignants et des universitaires, des paysans, des jeunes lycéens, etc. La question « Combien de résistants ?» revient en permanence, mais elle se situe aux limites de la fausse querelle. Elle n'est pas de toute façon l'essentiel. La possibilité d'une approche quantitative de la résistance sous-entend celle d'une organisation solidement structurée. Mais comment compter ? Qui compter et à quel moment les compter ? Tout essai de comptabilité impliquerait d'obtenir un consensus sur des définitions de la résistance et du résistant. Le dénombrement des personnes engagées dans l'action clandestine n'aide que de façon lointaine à comprendre le fonctionnement de cet univers et à saisir l'étendue des réseaux, des imbrications ou des ramifications qui conditionnent son existence et son développement. La vérité sur la résistance doit se lire surtout dans le miroir de son action, de ses pratiques, de la modestie de ses effectifs, mais aussi de ses secrets. L'historien doit expliquer, comprendre et non juger ou émouvoir. Si la mémoire définie par Pierre Nora comme ce qui reste du passé dans le vécu des groupes, ou ce que les groupes font du passé, renvoie au maquis et à ses hauts lieux, il convient de revenir à la résistance d'avant, celle de 1940 à 1942 et à ses premières heures. En étudiant les archives et les témoignages de l'époque, on a constaté avec surprise et étonnement que c'est beaucoup plus d'individus qu'il n'est couramment admis, qui ont rapidement agi, souvent avec des moyens modestes, voire dérisoires, malgré les divergences des appartenances politiques. Parmi eux, beaucoup sont restés anonymes, soit parce que leurs gestes leur aient semblé si naturels qu'ils n'ont pas eu le souci de les faire connaître, soit qu'ils aient disparu dans les prisons de la Gestapo ou en déportation, soit parce qu'ils ne figuraient pas sur les listes de demandes individuelles d'attribution de cartes de combattants volontaires de la résistance, CVR, conservées par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Pourtant, un simple geste d'entraide, donner des informations erronées à la police, cacher une personne poursuivie, passer la ligne de démarcation ou la frontière pouvait sauver une vie et menacer celle de son auteur. Ces gestes courageux sont encore plus méritants dans les années 1940 à 1942, alors que beaucoup font confiance au maréchal Pétain, et que les organisations de résistance sont presque inexistantes de point de vue de leur portée. Pour la majorité de ces résistants, l'important c'était le refus de l'humiliation, la lutte contre l'occupant, l'aide à autrui, la libération de leur pays. On observe dès 1940 une multitude de comportements d'opposition, de contestation, de désobéissance qui au fil des mois contribueront à la formation de réseaux et de mouvements plus organisés. Pour autant, on peut conclure que ce qui caractérise bon nombre de résistants de la première heure, c'est leur engagement précoce avant-guerre dans la lutte contre le nazisme, le fascisme, ou dans différentes activités d'entraide aux réfugiés espagnols, autrichiens ou allemands contraints de fuir leur pays. Les liens d'amitié d'avant-guerre, le rôle des réseaux de relations, des contacts individuels, familiaux, amicaux ou professionnels, la mentalité locale bien ancrée, la mémoire de la Grande Guerre et du Boche, la situation géographique, la proximité de la frontière ou de la ligne de démarcation, sont autant d'éléments qui s'ajoutent aux motivations de la personne à s'engager, voire à résister au début des années 1940. Rapidement, ils éprouvent donc le besoin de communiquer leur refus, de rencontrer d'autres personnes éprouvant les mêmes sentiments et partageant leurs opinions. Ce passage des individualités à la naissance des premiers noyaux est fondamental dans l'émergence de l'activité résistante. Ce tissu serré des réseaux de complicité et l'enchevêtrement d'une multitude de petits gestes imperceptibles avec les actions visibles de la lutte est partie intégrante de la résistance et lui donne une légitimité plus large. La résistance, nous explique l'historien François Marcot, est un combat volontaire et clandestin contre l'occupant ou ses collaborateurs, afin de libérer le pays. Résister, c'est réagir à un état de fait inacceptable et, au sens littéral du terme, insupportable. On ne peut qualifier de résistance un sentiment ou une réflexion intellectuelle. On ne résiste pas dans sa tête,
la résistance est une forme d'action. Mais est-ce que toute action signifie-t-elle acte de résistance? Si résister c'est refuser, c'est donc un acte de désobéissance, voire de rébellion qui engendre inévitablement des sanctions. Cet acte est d'abord individuel. Il caractérise essentiellement des gendarmes, des policiers, des préfets et sous-préfets, des fonctionnaires à tous les niveaux qui ont du mal à se décider de quitter leur poste, des artistes et acteurs, des journalistes, des militaires, des médecins et des assistantes sociales, bref, des individus qui agissent dans un premier temps en solitaire tout en choisissant de ne pas s'engager dans la résistance. À la différence de l'action du résistant, l'action de la désobéissance civile n'est pas une forme de contestation de l'autorité de manière radicale. Il s'agit d'une activité moins politique que morale, fondée essentiellement sur le seul critère de la conscience individuelle, en conformité avec l'idée que la personne se faisait du bien et du mal. Le moment d'agir était la conséquence directe de la détermination de l'homme-individu d'agir. Il ne faut pas réduire la résistance à une action collective, dans un mouvement organisé. La résistance institutionnelle n'aurait pas pu agir sans un environnement de sympathie, sinon même de complicité. Tous les réseaux ou les organisations ont pu en profiter. C'est pourquoi une histoire de la résistance doit aussi prendre en compte ceux qui ont désobéi et ont contribué à l'évolution et à l'organisation de la résistance. L'acte de résistance doit s'accompagner de la volonté d'agir, de désobéir, de rentrer dans l'illégalité, de passer d'un monde légal, réglé par des conventions et des pratiques sociales connues, à un autre monde totalement inconnu et incertain. Quelques critères ont été établis par les historiens. Volonté de nuire à un ennemi identifié, conscience de résister, décision volontaire, forme d'action impliquant des comportements de rupture et des pratiques de transgression. Les finalités mêmes de la résistance peuvent être plurielles. Lutte pour la libération du territoire, assurer la survie d'une communauté, persécutée juifs, tziganes, poursuite de la lutte antifasciste, préparation d'un projet politique. Ces critères d'analyse interrogent sur la difficulté à définir les contours précis de la résistance. Quelle place accorder à ceux qui n'étaient pas dans la résistance? Ce qui est primordial à notre sens, c'est la prise de décision de faire quelque chose, de prendre des risques, d'effectuer des actions illégales, d'être prêt à désobéir aux lois. Ceux qui ont résisté n'ont pas tous appartenu à un réseau ou à un mouvement, mais ils ont agi en se mettant dans l'illégalité. Pour distinguer cette attitude de l'activité dans le cadre d'un réseau ou d'un mouvement de résistance, nous utilisons le terme de désobéissance civile. Cependant, notons que chaque acte de désobéissance civile, de transgression de la loi, n'amène pas automatiquement à rejoindre la résistance et l'on peut être au service de Vichy, tout en agissant à l'encontre des lois et des ordres pour limiter la mainmise allemande. C'est ainsi que nombreux, parmi les militaires et les fonctionnaires restés à leur poste, ont tenté de préparer la revanche. La désobéissance domine toutes les activités de résistance, mais pas inversement. Avant de rentrer dans un mouvement ou un réseau, il fallait pouvoir obéir à sa conscience et être capable de désobéir aux lois, avoir le courage de les transgresser, et être prêt à subir les conséquences. Georges Bidault rappelle qu'à l'origine de la résistance, il y a une disposition d'esprit, plus encore un trait de caractère. La résistance n'est autre que l'intransigeance et la fidélité aux grandes causes pour lesquelles on peut vivre, et s'il le faut mourir, ce que nous appelons une certaine capacité à désobéir. En 1953, l'écrivain Jean Cassou publie un petit livre intitulé La mémoire courte dans lequel il exprime sa déception et sa désillusion face au devenir de la résistance dont il donne une définition. Il y avait encore des Français, écrit-il. Oui, c'est tout ce qu'on pouvait dire en ces temps-là et c'est tout ce qu'on peut dire de la résistance. Alors qu'il n'y avait plus de France, il y a eu des Français, des naufragés qui inconsidérablement et en dépit de toute considération s'obstinaient à être. Face à l'idée de l'imposture historique à dénoncer, celle d'une résistance minoritaire, isolée et coupée de la nation, cette étude présente au lecteur, en se basant sur de nombreux documents d'archives et de mémoire, l'image d'une autre résistance. Contrairement à l'idée véhiculée selon laquelle la population française est synonyme d'une population atone, recroquevillée sur elle-même, uniquement soucieuse de satisfaire à ses besoins vitaux, voire indifférente. Dans les cas d'action purement individuelle,
les notions de dissidence ou de désobéissance semblent être plus adéquates. Au contraire des historiens allemands qui ont une longue tradition de réflexion sur les notions, Resistance et Widerstand débat entre intentionnalistes et fonctionnalistes, les historiens français, à l'exception de Pierre Laborie, ont privilégié les études empiriques. Beaucoup se méfient des approches conceptuelles. Il nous semble qu'il y a là une faiblesse de l'historiographie française. Dans le champ de cette étude, nous proposons d'un côté une recherche concernant ceux qui ont eu le courage de désobéir, et d'un autre, les orientations principales des engagements dans les différents réseaux et mouvements. Cette complexité nous semble nécessaire pour avancer une approche conceptuelle moins abstraite des motivations et initiatives des premiers résistants, des précurseurs, des initiateurs de la résistance, de ceux qui ont désobéi aux lois, donc d'une poignée d'hommes et de femmes. Sans eux, le développement de la résistance n'aurait sans doute pas été possible. Pour autant, ils sont restés, dans leur majorité, oubliés de notre mémoire et ne figurent pas dans les dictionnaires de la résistance. S'il paraît abusif d'avancer l'idée d'une société en résistance, il est en revanche possible, avec des décalages dans la chronologie et selon les lieux, de parler d'une société de non-consentement, d'aptitude à désobéir, à transgresser les lois. C'est bien cet aspect qui concerne de nombreuses personnes, restées dans l'oubli et l'anonymat qui est le sujet de notre livre. Enfin, une autre nouveauté de cet ouvrage émane du fait que l'histoire des résistants est inséparable de celle de la répression menée à la fois par Vichy et par les autorités allemandes. Les nombreuses arrestations de résistants dans les années 1941 et 1942 émanent du manque d'expérience, mais aussi et surtout de la répression devenue de plus en plus importante au fil des mois, du nombre de dénonciations en augmentation, et notamment des agents doubles, qui trahissent de plus en plus leurs amis pour différentes raisons. Ces aspects sont le résultat du contexte de l'occupation et sont déterminants pour le succès des activités des résistants. Nombreux sont déportés, fusillés, et si certains réseaux ont pu se reconstituer, d'autres ont disparu complètement jusqu'à la libération. C'est donc la résistance première, passée sous silence dans l'historiographie et la mémoire nationale, la phase pionnière de la résistance qui est le principal thème de cet ouvrage. Chapitre 1 : La France à l'heure allemande. Le 3 septembre 1939, 10 mois après Munich, la France déclare la guerre à l'Allemagne en réponse à l'invasion 2 jours plus tôt de la Pologne. C'est alors que débuta la drôle de guerre. On assiste alors aux premières évacuations des régions frontalières avec l'Allemagne et l'Italie. 400 000 habitants alsaciens et lorrains de 71 villes et villages doivent rejoindre le sud-ouest. Plus de 500 000 Parisiens, en majorité des femmes et des enfants, sont contraints de quitter la capitale pour échapper aux bombardements allemands. Le 10 mai, les forces armées allemandes déclenchent une offensive surprise de grande envergure, dirigée simultanément contre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France, qui était le seul de ces pays à se trouver officiellement en état de guerre avec l'Allemagne, les 3 autres voyant leur neutralité dans le conflit violé. Le 11 mai, les troupes françaises et britanniques se portent en Belgique pour tenter de stopper les Allemands. Mais dès le 13 mai, les 3 Panzerdivisionen sous la direction du général Heinz Guderian progressent en direction de Sedan et enfoncent le front français à Abbeville le 19 mai. Les Français sont pris à revers. Le 15 mai, la Hollande capitule. La reine des Pays-Bas, Wilhelmine, et son gouvernement se transportent en Angleterre, apportant au camp allié les ressources de l'empire colonial et la flotte des Pays-Bas. Le 18 mai, Paul Reynaud, président du Conseil national, remanie son gouvernement. Philippe Pétain est nommé à la vice-présidence du Conseil. Il appelle aussitôt le général Maxime Weygand qui remplace Gamelin à la tête des armées françaises, mais ne parvient pas à dresser la situation. Le 20 mai, les Allemands franchissent la Somme. 8 jours plus tard, Léopold III, roi des Belges, capitule. Quelques 235 000 Anglais et 120 000 Français et alliés se regroupent à Dunkerque d'où ils s'embarqueront pour l'Angleterre en laissant sur les dunes tout leur matériel de campagne. Le 9 juin, les Allemands franchissent la Seine et arrivent à Paris le 14 juin. Rien ou presque ne résiste à la ruée des panzers devant lesquels des millions de civils, hommes, femmes et enfants, fuient vers le sud de la France. Le 17 juin, le maréchal Pétain, nommé président du Conseil 3 jours auparavant, annonce la nécessité de signer un armistice et explique ce choix dans son discours à la radio par les propos suivants.
À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume, à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. Je fais le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui, qu'il faut cesser le combat. C'est dans une France ébranlée par le choc de la débâcle et de l'occupation, que se met en place le régime de Vichy. Le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, se pose en ultime recours de la nation française. La débâcle induit un profond sentiment de honte, de culpabilité et de peur. Face au cauchemar de la défaite, les Français sont nombreux à écouter les messages du maréchal Pétain et retrouvent l'espoir d'un retour à une vie quotidienne plus ou moins normale. Pétain n'eût pas existé qu'on aurait dû l'inventer, a écrit Rémy. Il fallait aux Français de temps-là une idole, une équivoque et surtout un prétexte. D'où, pour une bonne part, l'extraordinaire prestige du maréchal en 1940, l'admiration étant en partie due à un lâche soulagement. Le lendemain, le 18 juin 1940, une poignée de Français entend le général de Gaulle, qui de Londres, prend place derrière un micro de la BBC pour demander aux Français de le rejoindre pour continuer la lutte, affirmant que rien n'est perdu pour la France. Il encourage ses compatriotes à la BBC. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Son appel n'émeut qu'une poignée de patriotes. Combien de personnes en France qui ont décidé d'agir l'ont fait suite à ce message? Difficile d'avancer des chiffres. Mais beaucoup ont agi sans l'avoir entendu. L'impact du message restera assez limité, même si au fil des mois, les émissions à la BBC auront une résonance plus profonde. Si globalement, les armées sont impuissantes à résister aux Allemands, à Saumur, les cadets de l'école militaire d'officiers de cavalerie sous le commandement du colonel Charles Michon résistent aux Allemands en sauvant ainsi l'honneur national. Les moyens dont dispose ce groupement sont dérisoires. 2500 hommes avec les éléments récupérés sur place dont 900 cadets, quelques canons anti-chars, une dizaine de vieux chars, pas d'artillerie et pas d'aviation. Le 20 juin, les Allemands passent à l'attaque. Pendant 48 heures les cadets, renforcés par diverses unités dont une compagnie de tirailleurs nord-africains, résistent et tiennent avant de décrocher au soir du 21 juin. Il est vrai que les soldats et la population sont soulagés à l'annonce de l'armistice, mais cela ne signifie pas, comme le laisse entendre Marc Bloch, que l'ensemble des officiers envisageaient déjà la capitulation dès le 6 mai 1940. Beaucoup parmi les militaires n'approuvaient pas la décision du maréchal Pétain de cesser les combats. Ces combattants de 1940, trahis, diffamés et abandonnés, que Weygand croit ménager en les privant d'espoir et que Pétain croit soulager en les invitant à cesser le combat, sont prêts à suivre le général Cochet qui les encourage à résister dans ses premiers messages. On peut aussi rappeler que le 23 juin, au poste de commandement central replié au séminaire de Bonencontre près d'Agen, les membres présents autour de leur chef, le colonel Rivet, font le serment devant le monument aux morts de poursuivre la lutte avec vigueur. Ce ne sont donc pas les volontés qui manquent chez les militaires pour continuer le combat, mais face à la signature de l'armistice, rares sont ceux qui osent affirmer clairement leur souhait de le faire en désobéissant aux ordres de leurs supérieurs. Ils doivent attendre le moment propice pour s'organiser. Signature de l'armistice. Le 22 juin, la France est contrainte accepte de signer un armistice qui prend effet le 25. Sur le plan symbolique d'abord. L'armistice est signé à Retonde, où l'on avait pour l'occasion ressorti le vieux wagon du 11 novembre 1918. Hitler effaçait ainsi d'un trait de plume la défaite que le caporal qu'il était en 1918 n'avait pas supportée. Le wagon de la honte, devenu celui de la victoire, est transporté comme trophée en Allemagne. Si le symbole était humiliant, les clauses ne l'étaient pas moins. Plus d'1,5 million combattants français ont été faits prisonniers, et leur sort n'était en rien réglé par l'armistice qui stipulait que seul un accord de paix permettrait leur libération. Les prisonniers se transforment ainsi en otages potentiels et en moyens de pression. À la suite de l'armistice, la France est divisée en plusieurs territoires d'administration. Une ligne de démarcation qui va de la frontière franco-espagnole à la frontière franco-suisse, à hauteur de Genève, se transforme en véritable frontière interne quasiment étanche. La circulation des personnes, des marchandises et du courrier est restreinte au minimum, ce qui causera de graves problèmes économiques et humains.
Cette nouvelle division administrative et territoriale va jouer un rôle considérable dans le destin des populations, rendant souvent difficile et risquée leur possibilité de déplacement et donc de fuite. Désormais, pour se rendre de zone occupée en zone libre, un laissez-passer est indispensable. L'action du gouvernement est fortement entravée en ce qui concerne la direction des services administratifs demeurés à Paris, car même des personnalités gouvernementales ou des hauts fonctionnaires n'obtiennent pas toujours les autorisations nécessaires au franchissement de la ligne. Sur la ligne, le fardeau de la répression et des restrictions apparaît rapidement avec un trafic sans cesse croissant de passages illégaux. La zone occupée couvre toute la façade atlantique depuis Biarritz, le Poitou, l'Ouest et la totalité du tiers nord-est de la France. Elle abrite 24 millions d'habitants, hors l'Alsace et la Lorraine annexées, et correspond à la France la plus riche, la plus urbanisée et la plus industrialisée. L'Alsace et le département de la Moselle se voient imposer un statut tout à fait à part. Ces départements sont dotés le 2 août 1940 d'une administration civile et annexés de facto au Reich sous la houlette du Gauleiter Wagner en Alsace et du Gauleiter Bürkel en Lorraine, eux-mêmes responsables des provinces allemandes frontières. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont fusionnés avec le pays de Bade sous l'autorité du Gauleiter de Karlsruhe, qui déménage une partie de ses services à Strasbourg. Ceux des Alsaciens et des Lorrains, qui ne sont pas déclarés inassimilables par les Gauleiters et expulsés vers la France de l'intérieur, seront enrôlés de force dans le service du travail du Reich puis de la Wehrmacht. Une zone appelée zone interdite, couvrant le Nord et le Pas-de-Calais, et avec le territoire de la Belgique, confié à un gouvernement militaire. Au sein de cette unité territoriale, la région Nord-Pas-de-Calais, rattachée au commandement militaire de Bruxelles, situation qui n'est pas sans rappeler l'expérience des départements occupés de 1914, constitue une zone juridique particulière confiée à l'Oberfeldkommandantur de Lille, 670 OFK, dirigée par le général Niehoff. Si le traité de l'armistice laisse subsister un gouvernement français, officiellement libre et souverain, et qui prétend continuer de légiférer pour l'ensemble du territoire français, dans ses lois et décisions Vichy doit cependant recevoir l'approbation de l'occupant, lequel détient d'ailleurs, pour la zone d'occupation, un pouvoir législatif concurrent supérieur à celui du gouvernement français. Le texte de l'armistice comprend également des articles très politiques. Les réfugiés allemands et autrichiens qui étaient venus chercher asile en France, et qui pour un certain nombre d'entre eux avaient été internés en 1939 comme ressortissants d'une nation ennemie, devaient être livrés sans autre forme de procès à l'Allemagne. L'article 3 de la Convention d'armistice stipulait en outre que le gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens les réglementations relatives à l'exercice de ses droits, à leur mise en exécution avec le concours de l'administration française. Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités françaises et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux règlements des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d'une manière correcte. Les Allemands peuvent s'y référer pour destituer, arrêter ou expulser les préfets, sous-préfets ou maires de localités qui ne leur conviennent pas, ce qu'ils s'empressent de faire dès le mois de juin et juillet en Alsace et en Moselle dans le but d'annexer ces territoires. Formellement, l'administration française se trouve donc engagée dans la collaboration dès le 22 juin 1940. Elle tient dès l'origine à faire preuve de professionnalisme et de fair-play. Le devoir des fonctionnaires français est de respecter les droits de la puissance occupante qui s'exerçait notamment par des ordonnances dont l'exécution ne doit en aucune manière être contrariée. Il leur fallait faire honneur aux engagements pris par le gouvernement. L'administration militaire allemande, elle, tire très vite, dans le sens le plus large et de la façon la plus abusive, la conclusion pratique de cette clause qui oblige l'administration française à exécuter ses directives. Elle montre rapidement que les termes de la Convention ne constituent à ses yeux qu'une borne minimale des obligations imposées à la France. Le vote du 10 juillet. Bien que l'armistice conditionne la naissance du nouveau régime, le vote du 10 juillet 1940 par l'Assemblée nationale légalise le gouvernement aux yeux de l'opinion publique et des chefs des gouvernements étrangers. Le vote en faveur des pleins pouvoirs est acquis par 570 voix pour, 80 contre et 21 abstentions.
Le régime qui se met en place de façon légale à la mi-juillet 1940 est hiérarchique, national et autoritaire. Chef militaire prestigieux lors de la Première Guerre mondiale, vainqueur de Verdun, Pétain est en 1940 respecté et bénéficie du soutien de l'Église catholique et d'une popularité considérable, faisant même l'objet d'un culte de la personnalité, le maréchalisme. Comme nous l'explique Lucie Aubrac, au début de l'occupation, rares étaient les Français prêts à prendre des risques et à s'engager dans la résistance. La France, à la différence, disons, des Pays-Bas ou du Danemark, avait un gouvernement qui collaborait avec l'occupant. La situation était ambiguë. C'était un mélange de patriotisme et de nationalisme. Le chef de l'État, le maréchal Pétain, avait plus de 80 ans et c'était un héros de la précédente guerre. Les Français, non contents de se montrer farouchement patriotes, respectent l'âge et l'autorité. Pétain est un vainqueur incontestable auquel la nation défaite pouvait s'identifier. Depuis la disparition de Foch et de Clémenceau en 1929, Pétain est devenu le plus illustre des Français vivants. Pour ceux qui ont combattu sous ses ordres, ils sont encore plusieurs millions. Il reste le chef respecté, le père à qui ses soldats sont reconnaissants de les avoir traités humainement. Sa personne magnifiée par la propagande comme son passé glorieux, symbole d'espoir, faisait figure d'antidote à l'abattement, aux difficultés du quotidien et à la dureté de l'occupation. La France est ainsi le seul pays d'Europe à être dirigé, durant la Seconde Guerre mondiale, par un gouvernement légal, qui, profitant de la défaite, entend mener une révolution institutionnelle et morale. Il s'agit de façonner un pays nouveau, de procéder à une réforme en profondeur de la société et plus particulièrement de ses institutions, de reconstruire une nation où tout était pourri. À la devise liberté, égalité, fraternité, se substitue désormais une nouvelle devise travail, famille, patrie. C'est un nouveau système politique qui s'instaure, un régime autoritaire et non fasciste ou totalitaire, c'est-à-dire un système politique permettant l'expression d'un pluralisme limité et non responsable, dépourvu d'idéologie directrice élaborée, mais fondée sur un certain type de mentalité, ne recourant pas à une mobilisation politique intensive ou extensive, sauf à certaines phases de leur développement, et dans lesquelles le leader, ou occasionnellement un petit groupe, exerce le pouvoir dans des limites mal définies, mais cependant discernables. Pétain s'autoproclame chef de l'État français, et cumule les pouvoirs exécutifs et législatifs. Il incarne seul l'autorité, puisque depuis le début de 1941, les ministres, les fonctionnaires, les magistrats, les officiers doivent lui prêter serment de fidélité. L'État apparaît au début comme une protection, l'unique moyen d'obtenir un allègement des contraintes de l'occupation et un jour, de la faire cesser. Il assure une mission de protection, c'est du moins le rôle qu'il se donne. L'obsession du quotidien. Après la défaite, apparaissent les premières difficultés de ravitaillement. Tout manque: nourriture, vêtements, carburant, électricité, bois d'œuvre et de chauffage, charbon. Plus de beurre, d'huile, de farine, de pâtes, de riz, de viande, de chocolat, de café, de sel, sauf pour les vainqueurs. Un arrêté préfectoral précise les quantités allouées à chacun. En zone occupée, le couvre-feu est mis en vigueur, et le camouflage des lumières est obligatoire par ordre des autorités allemandes. Pour la plupart des Français, la pénurie des produits de première nécessité, la soumission à un rationnement de plus en plus sévère, la peur d'avoir faim, de souffrir du froid, de la dénutrition, de maladies infectieuses, en particulier de la tuberculose dans ses formes les plus évolutives, de la diphtérie, sont désormais les préoccupations essentielles des habitants, au point de bouleverser l'ordre des priorités et de favoriser l'égoïsme et le repli sur soi. Le poids de l'occupation se fait sentir plus lourdement sur les populations en zone occupée et interdite, où les réquisitions et les difficultés de transport compliquent la question angoissante du ravitaillement général. Les Allemands s'installent dans les villes et les villages de la zone occupée, et réquisitionnent les logements vacants ou jugés trop spacieux pour les Français. Le nouvel ordre allemand en France. Le maintien d'un gouvernement français légal apparaît à Hitler le meilleur moyen d'assurer la domination allemande et de maintenir l'ordre pour mieux piller les richesses de la France. Ce contrôle nécessitait le désarmement des vaincus et la surveillance étroite de leur administration, de la vie politique et culturelle, des mouvements de l'opinion.
Le contrôle de la presse et de la radio, la surveillance de l'enseignement et de la vie culturelle avaient pour but de conditionner les populations en vue de leur vie sous une hégémonie allemande durable. Dès l'occupation de la France, le commandant militaire en France, Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF, installé le 30 juin à l'Hôtel Majestic à Paris, est chargé de maintenir l'ordre et la sécurité en France occupée. L'administration est divisée en deux états-majors. Le premier, chargé des questions militaires, est dirigé par Hans Speidel. Le second, responsable des questions administratives, se subdivise en deux sections. La section administrative, sous la direction de Werner Best, et la section économique, dirigée par Elmar Michel. Pour maintenir l'ordre et réprimer la population, le MBF dispose de la Feldgendarmerie, de la Geheimfeldpolizei, GFP, et des troupes d'occupation réparties sur l'ensemble du territoire occupé. Les troupes de sécurité sont dirigées par un officier général responsable de leur instruction, de leur équipement et de leur engagement. Elles ont avant tout des missions de surveillance et de protection, tâches du maintien de l'ordre, mais ne disposent pas de pouvoir policier. C'est le MBF qui délivre les fameux laissez-passer, Ausweis, ce qui fait sa grande force en plus du monopole des relations avec l'administration et du contrôle des textes officiels français. C'est le général d'infanterie Alfred Streichers, ancien expert militaire en Chine, qui prend le relais dès le 30 juin 1940, alors que le maréchal von Brauchitsch, chef du haut commandement de l'armée de terre, l'OKH, conserve l'autorité d'ensemble afin de préserver les pouvoirs accordés par Hitler à l'exécutif militaire. Le général Otto von Stülpnagel, qui lui succède, est un ancien combattant de la Grande Guerre, membre du parti nazi depuis 1933. Sa mission n'est pas simple. Maintenir l'ordre tout en ménageant la population civile dans la perspective d'une entrée en guerre de la France avec l'Allemagne contre l'Angleterre. Hostile à la politique de représailles massives engagée face aux attentats communistes de l'été et de l'automne 1941, il choisit de démissionner en février 1942. Il est alors remplacé par son cousin Karl Heinrich von Stülpnagel. Concrètement, la Gestapo et le SD, service de sécurité, sont présents en France depuis 1940. Dans un premier temps, la Gestapo agit de manière discrète, dans différentes localités et divers domaines. Au fil des mois, elle voit son influence et son autonomie croître face au MBF, mais ses attributions restent limitées. L'Abwehr, spécialisée dans le contre-espionnage, est attachée à l'état-major de la Wehrmacht et depuis 1935, dirigée par l'amiral Wilhelm Canaris. Cette section est chargée généralement d'enquêter, d'infiltrer les réseaux et par le biais de la collecte des informations de pratiquer l'intoxication, Funkspiel. Le 13 juillet 1940, l'amiral Canaris arrive à Paris pour procéder à une inspection des services de l'Abwehr et surtout pour l'étude des dossiers du deuxième bureau, le service de renseignement français tombé entre les mains des Allemands lors de la prise de Paris. On y trouve les listes des agents du deuxième bureau en Allemagne et dans les autres pays, une véritable mine d'informations. Les Feldkommandanturen représentent le MBF au niveau départemental, avec des compétences judiciaires autonomes et une fonction de surveillance administrative en liaison avec le préfet. Une section judiciaire est apte à rendre la justice et dispose de sa propre structure judiciaire, notamment par le biais d'un tribunal militaire. Les Feldkommandanturen locales exigent des préfets et des maires le recensement des juifs, des nomades ou de certains étrangers, de leur fournir des renseignements et des statistiques les plus détaillées sur tous les aspects de la vie administrative et économique du pays pour mieux pouvoir exploiter les richesses de la France. L'arrivée discrète de la Gestapo. Concrètement, la Gestapo et le SD, service de sécurité, sont présents en France depuis 1940. Il faut se rappeler que bien avant le déclenchement de l'offensive contre la France, la Belgique et les Pays-Bas, les généraux de la Wehrmacht avaient obtenu de Hitler que les pouvoirs de police dans les territoires nouvellement conquis seraient exercés par l'autorité militaire et non par des représentants de Himmler. Le 10 juin 1940, Reinhard Heydrich, le chef de l'Office principal de sécurité du Reich, RSHA, qui regroupait depuis septembre 1939 toutes les polices sous le contrôle de la SS, place ses hommes, en particulier Helmut Knoren. Un commando de 20 hommes, choisis pour leur connaissance de la langue des mœurs françaises, arrive et avec lui le commissaire de police Karl Böhmelberg,
ex-attaché de l'ambassade d'Allemagne en France en 1938, membre de la Gestapo, ainsi qu'Herbert Martin Hagen, ancien directeur de la section anti-juive du Sicherheitsdienst allemand. Les autres viennent comme Knorren, de la section VI, renseignement du RSHA. Ces hommes placés en France par Heinrich Himmler ont pour mission de repérer, surveiller et combattre les ennemis idéologiques du nazisme. Juifs, chrétiens, communistes et francs-maçons. Avec le temps, Knorren essaie de s'imposer dans le paysage policier en France. Il intervient de plus en plus dans les divers domaines de police et s'immisce dans les questions politiques, ce qui entraînera de nouvelles frictions avec la section police de l'administration militaire et n'ira pas sans heurts avec les services de l'ambassade. Avec ces hommes, il n'hésite pas à mener ses propres opérations contre les juifs et les ennemis politiques, en dehors de tout contrôle et de toute légalité formelle, organisant par exemple une vague d'attentats contre les synagogues en octobre 1941. La police française ne peut rien faire. Elle doit subir la politique de l'occupant. Progressivement, l'étoile du MBF, malgré le durcissement de la politique répressive de Knorren, décline et la SS obtient en mars 1942 la responsabilité du maintien de l'ordre en France occupée, évinçant de fait le MBF, même si ce dernier n'était pas dissous. Si officiellement les hommes de la Gestapo prendront le relais en matière de répression qu'en 1942, concrètement, ils sont déjà présents en 1940 et agissent discrètement. En réalité, depuis 1934, les agents de la Gestapo sont présents en France, ce que l'on nomme la 5e colonne, pour qualifier un réseau de relations tissé partout en Europe par les nazis. Sous couvert de sociétés d'entraide germaniques, des réseaux s'installent à Paris et en province, des contacts sont pris dans les ministères auprès de certains parlementaires. Ces amitiés faciliteront l'occupation. À côté des représentants officiels allemands, de l'ambassade d'Allemagne à Paris, de la Wehrmacht et d'autres services, une présence policière allemande demi-clandestine s'installe à Vichy en décembre 1940. Le commissaire de police Hugo Gessler y place une mission d'information afin d'espionner TJ-35 et son entourage politique. Aussitôt après l'entrée à Paris des troupes allemandes, elle s'installe dans les confortables locaux de l'hôtel Lutetia, en se donnant comme mission la chasse des communistes dans un premier temps, puis par la suite celle des résistants. La lutte contre les premiers résistants, les ennemis du Reich, débute assez tôt, avec les premiers actes de sabotage en été 1940. Dès son installation à Paris, l'Abwehr peut s'appuyer sur un réseau d'agents travaillant pour son compte. Spécialisé dans le contre-espionnage, l'Abwehr installe en juin 1940 4 postes principaux en zone occupée à Paris, Saint-Germain-en-Laye, Angers et Dijon. Son objectif est de réprimer et de traquer les ennemis du Reich et les premiers résistants. Chapitre 2 – Résister, c'est réagir contre un État insupportable. La défaite sanctionnée par l'armistice est un choc. La consternation est générale, nombreux sont ceux qui pleurent ou ragent. Le changement de régime intéresse beaucoup moins les Français que la fin des bombardements, la fuite des civils, la pénurie, l'angoisse et la terreur d'une nouvelle occupation, la situation des prisonniers. Nombreux sont ceux qui déclinent l'invitation du général de Gaulle de le joindre en Angleterre. D'autres veulent continuer la lutte, mais ne savent pas comment. Si une minorité se détourne entièrement du régime de Vichy, pour le moment la majorité acclame Pétain, le vainqueur de Verdun, qui a pour tâche nationale de sauver la France. À l'été 1940, tout est à inventer. Aucun mode de résistance ne s'impose réellement. Le 17 juin 1940, Edmond Michelet, notable catholique de Brive-la-Gaillarde en Corrèze, distribue des tracts appelant à refuser l'armistice. Aussitôt, un groupe de jeunes catholiques du cercle des équipes sociales décide de duplicateur ces tracts et de les distribuer à un certain nombre d'habitants de la ville. C'est le début de la résistance dans cette localité. Le 17 juin, Geneviève de Gaulle, nièce du général, se trouvant dans la maison de famille en Bretagne en compagnie de sa grand-mère, la mère de Charles, et son père, un ancien ingénieur des mines dans la Sarre très opposé au nazisme et au franquisme, ne peut croire que l'armée française se fût effondrée en 4 semaines. Âgée de 20 ans, étudiante à l'université de Rennes, élevée dans le respect de la gloire et de la grandeur de la France, elle décide d'agir en entendant le lendemain l'appel du général à la radio, résolue de refuser la défaite.
Le 19 juin 1940, Gilbert Dreux, responsable G6 à Lyon, écrit à Jean-Marie Doménac, « Battu par les armes, la France n'est pas morte, si nous le voulons ». Le 8 juillet 1940, le général de Lestrin s'adresse à ses soldats qui viennent d'être démobilisés à Caylus. Il exprime fort bien cet esprit de résistance. La France s'écroule aujourd'hui dans un désastre effroyable. Il dépend de nous cependant, il dépend de vous surtout les jeunes, que la France ne meure pas. De grands soucis, de durs sacrifices dont nous ne mesurons pas bien encore toute la portée nous attendent. Allons au-devant de ces nouvelles épreuves avec courage, avec énergie et aussi avec confiance. Si nous conservons la foi dans les destinées de notre pays, si nous nous comportons en Français et non avec une mentalité de chien battu ou esclave, si nous savons le vouloir, la France ressuscitera un jour du calvaire présent. Mais il faudra un certain temps pour que ces différents appels soient connus des Français, et encouragent des actes de résistance. En zone interdite, et en zone occupée dans les départements qui avaient déjà subi l'occupation allemande lors de la Grande Guerre, le refus de la collaboration est immédiat, le souvenir de la précédente occupation ranimée par les mesures des premiers mois, sans équivalent ailleurs, encourage des engagements précoces de plus en plus nombreux. Mais il s'agit essentiellement de prises de position individuelles. La demande d'armistice constitue l'événement fondateur des premières positions de refus, position de rejet de la situation faite à la France morcelée, à moitié occupée, son armée défaite et l'instauration d'un nouveau gouvernement à la solde des Allemands. Le refus de la situation prend place dans les esprits, mais la question qui prédomine c'est que faire. Personne ne sait pour l'heure comment répondre à cette situation inédite. Les actions menées durant cet été 1940 sont des phénomènes isolés, n'ayant aucun lien entre eux. Il s'agit de réactions de patriotes indignés, de voir le sol de la France foulé par les Allemands. Les premières velléités de résistance se heurtent donc à un premier obstacle, né de la surprise causée par la situation. Les actes de sabotage, premiers actes de résistance ? Dès l'été 1940, plusieurs sabotages individuels s'effectuent sous toutes les formes, à tous les échelons. Pour l'année 1940, on relève 61 sabotages de lignes téléphoniques, attentats, sabotage par explosifs, sabotage de matériel et sabotage de routes dans les premiers mois qui suivent la défaite. Le 20 juin 1940, le jeune Étienne à Chavannes coupe la ligne téléphonique reliant la Feldkommandantur au terrain d'aviation de Bosse, occupé par les Allemands. Né le 27 juin 1892, Étienne à Chavannes est trop âgé pour être mobilisé en 1939. Cet ancien combattant de la Grande Guerre mondiale se trouve dans l'agglomération rouennaise au cours de l'Exode. On ne sait pas s'il a entendu l'appel lancé à la radio de Londres par le général de Gaulle, ou s'il a agi de sa propre initiative. Cependant, en coupant tous les fils électriques et téléphoniques de la base, à Chavannes réussit à l'isoler complètement de l'extérieur et à rompre les communications sur l'aérodrome même. Son action se solde par un bilan singulièrement lourd pour l'ennemi. Une base rendue vulnérable aux attaques de l'aviation anglaise. Le lendemain, plusieurs bombardiers de la Royal Air Force détruisent au sol 18 appareils de la Luftwaffe et tuent 22 soldats allemands. Quelques jours plus tard, après enquête et sur dénonciation, Étienne à Chavannes est arrêté. Accusé de sabotage, il est condamné à mort par un tribunal militaire allemand à Rouen et fusillé le 6 juillet 1940. Ce premier acte isolé en encourage par la suite d'autres à travers la France. Le 21 juin 1940, à la veille de la signature de l'armistice, 5 adolescents sabotent une cinquantaine d'avions sur le terrain d'aviation de Bel-Air, près d'Angoulême, avant d'être arrêtés par les soldats allemands. Suite à l'entrée le 24 juin 1940 vers midi des Allemands à Angoulême avec leurs chars, leur défilement dans les rues et le flottement du drapeau à croix gammée sur l'hôtel de ville, cette situation inacceptable pour certains, encouragera des actes illégaux parmi lesquels un sabotage en gare d'Angoulême le 20 septembre 1941 par deux jeunes qui appartiennent à aucune organisation de résistance, Gontran Labrégère et Jean-Jacques Rivière, âgés de 19 ans. Le 28 juillet, la commandantur de Rennes annonce que des câbles et des lignes téléphoniques ont été sectionnés entre Rennes et Fougères. Début août, on signale deux sabotages de même type, à une semaine de distance, dans la région de Nantes. À la même période, un autre câble est coupé non loin d'Angers. Le 27 août 1940,
Isidore Restou effectue une coupure de ligne à Saint-Martin-de-Landelle. Et l'on pourrait continuer la liste, le 3 novembre à Arras, le 5 entre Chaville et Viroflay dans la banlieue parisienne, le 12 à Rennes, etc. Le 25 août, à Bussy-en-Othe, dans l'Yonne, un câble téléphonique allemand légèrement enterré a été coupé. En représailles, le couvre-feu est établi. Une amende de 10 000 francs est infligée à la commune qui doit en outre reconstruire une ligne aérienne à ses frais. La surveillance de la ligne est imposée aux gendarmes français qui devront patrouiller jour et nuit. Entre le 25 et le 30 août, près d'Escolives, des fils téléphoniques allemands sont coupés à plusieurs reprises et enlevés. Le 31 août 1940, le garçon de ferme Paul Friseau, domicilié à Charez-en-Plaine, Aube, est condamné à mort par une cour martiale pour avoir endommagé des câbles téléphoniques de l'armée. Il est fusillé le matin, selon l'annonce placardée à Auxerre à la porte de la préfecture et à celle de la mairie. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, le câble téléphonique La Rochelle-Royan est endommagé par Pierre Roche, 19 ans. Condamné à mort par la cour martiale, il est fusillé dans la cour de la caserne Renaudin le 7 septembre 1940 à midi. À quelques semaines d'intervalle, un bûcheron à Saint-Germain-le-Poterie dans l'Oise est fusillé pour avoir fait un sabotage le 20 octobre 1940. Et Victor Wallard, ouvrier manœuvre dans l'Oise, également détenteur d'armes et agresseur de soldats allemands, est fusillé le 2 novembre. En septembre 1940, Blanche-Joséphine Pogan, femme de 52 ans, originaire du Pas-de-Calais, est accusée d'avoir coupé des lignes téléphoniques. Détenue à la prison de l'Évêché puis quelques jours plus tard à celle d'Arras, elle est jugée par un tribunal militaire le 17 septembre. Elle revendique fièrement son comportement patriotique et déclare au président : « J'en ai coupé 36. J'en aurais coupé plus encore si j'avais pu le faire. » Condamnée à mort par le conseil de guerre de la Feldkommandantur d'Arras, elle est déportée et mourra à Bergen-Belsen en 1945. Le 22 octobre 1940, 3 hommes, Émile Masson, Lucien et Marcel Brusque, coupent les lignes téléphoniques servant les troupes allemandes. Arrêtés par les gendarmes français, les 3 saboteurs sont transférés à la prison d'Amiens et jugés par le tribunal militaire allemand. En faisant pour le mois d'octobre 1940, ce qu'il appelle un bilan sommaire des actions directes menées contre l'occupant, l'historien Noguer écrit : les coupures pratiquées sur des câbles téléphoniques ou télégraphiques utilisés par les Allemands pour leur transmission restent les actes de sabotage les plus fréquents. On en signale en Normandie, à Grand-Couronne et à Évreux, en Seine-et-Oise, à Champrosay, Verrières et Villacoublay dans le Nord. Toute l'année 1940 à 1941 s'avère être néfaste pour les Allemands. Du sabotage des lignes téléphoniques, dans le sud du département de la Charente-Maritime, au dynamitage d'un pylône à haute tension à Beaulieu, La Rochelle. Les attentats contre les soldats allemands se multiplient, dans le Finistère, de 9 en 1941 à 31 en 1943. Une telle activité subversive entraîne de la part de l'occupant une dure et sévère répression. Après chaque attentat ou sabotage, les réactions allemandes sont immédiates. Tantôt elles sont notifiées à la population directement par la commandantur comme à Paris, où toute circulation est interdite aux Français dans le bois de Boulogne, ou comme à Nantes, où une amende de 2 millions est infligée à la ville à la suite du sabotage d'un câble. Tantôt, ce sont les maires français qui se chargent de faire connaître à leurs administrés les décisions ou les recommandations des occupants. Bien que ces actes s'effectuent dans un manque total d'organisation, ils ont pour objectif de faire comprendre à l'occupant qu'il n'est pas chez lui. Il s'agit certainement d'actions isolées, spontanées et individuelles, mais toutes témoignent d'un esprit de résistance, d'un refus catégorique de l'occupation allemande. Après les câbles coupés dans la première période vont suivre les sabotages ferroviaires, et ceux des voies ferrées vont se multiplier au fil des mois. Les actes que l'occupant, exaspéré, réprime, ne font évidemment que rarement atteinte au potentiel militaire nazi. Ces actes ont toutefois une grande portée du fait des réactions psychologiques et politiques qu'ils provoquent. La sévérité dans la répression allant jusqu'à traduire devant un conseil militaire allemand, et condamné à mort, est loin de dissuader d'autres individus de passer à l'acte. Elle les y encourage, au contraire. Rejoindre Londres pour continuer le combat. Après l'humiliation du printemps 1940,
la grande majorité des anciens soldats de la campagne de France se démobilise ou rejoint les rangs de l'armée d'armistice, obéissant en cela aux ordres de leur hiérarchie et de la Convention du 22 juin 1940. Toutefois, dans la détresse de cette armée vaincue, de nombreux officiers et hommes de troupes refusent la défaite et décident de quitter le pays pour rejoindre l'Afrique du Nord et l'Angleterre. Avec ces objectifs, de nombreux cadres de la nouvelle armée et d'anciens simples soldats se lancent à la recherche de contacts et d'informations sur les différentes possibilités d'évasion. Ils veulent continuer le combat aux côtés des Anglais. Il s'agit d'un choix dont les conséquences, rupture avec la légalité, arrachement au pays natal et à la famille pour une durée indéterminée, abandon des études ou du métier, représailles possibles sur les proches, risque de blessure ou de mort, sont parfaitement acceptés par les engagés. Suite à l'appel du général de Gaulle, de nombreux petits bateaux de pêche et de plaisance embarquent les candidats au départ depuis les divers ports de la péninsule bretonne. Du 11 au 18 juin, 8 navires ont appareillé du port du Légué pour la côte anglaise vers Falmouth, Swansea et Guernesey, dont 5 le 18 juin à la marée du matin. Parmi ces derniers, le Crescendo en provenance des Sables d'Olonne qui sortit avec 400 tonnes de blé et 100 passagers. Dans les 3 navires partis la veille, on relève le nom du N-Mary, venu de Brest et qui embarque 300 passagers dont un grand nombre de soldats polonais, à destination de Swansea, pour continuer la lutte auprès du seul pays à le faire, l'Angleterre. Le 26 juin 1940, 133 hommes de l'île de Sein, âgés de 15 à 50 ans, laissent femmes et enfants pour rejoindre Londres. De nombreux jeunes rejoignent les ports britanniques. À Paimpol, les 80 élèves de l'école d'hydrographie qui formaient les futurs capitaines de la marine marchande s'embarquent à bord du Manou, ainsi que ceux de l'école du Havre et de l'école de pilotage de l'air installée à Morlaix. Tous veulent continuer la lutte. Parmi les étudiants en médecine qui dès juin 1940 partent en Angleterre, on trouve François Jacob, futur prix Nobel de médecine, qui parvient à s'embarquer à Saint-Jean-de-Luz sur un bateau polonais, le Batory, un des derniers à quitter le sol de la France. Dès juin 1940, 108 apprentis pilotes de l'école du Mans franchissent la Manche sur un langoustier. Une fois arrivés en Angleterre, beaucoup de pilotes sont dispersés et certains seront incorporés dans les différents escadrons de la Royal Air Force, RAF. Parmi les premiers engagés des forces françaises libres naissantes, beaucoup de Bretons. C'est sans doute l'anglophilie et une bonne connaissance du milieu maritime qui sont à l'origine de ce phénomène. De Camaret et de Douarnenez, de Invic et de Carantec, Finistère, des évasions par mer se poursuivent pendant plusieurs semaines malgré le bouclage des côtes, en zone interdite, principalement en Bretagne. Ce sont des bateaux passés outre-Manche et barrés par des pêcheurs qui débarquent les premiers agents gaullistes à la pointe de Bretagne, à partir de juillet 1940. Un vieux pêcheur du petit havre de Pont-de-la-Corde en Invic sur le Pinzé, Jacques Guéguen, ancien marin du commandant Charcot lors de ses expéditions polaires de 1908 et 1910, réussit à transporter un nombre important de volontaires, ainsi que des militaires britanniques coupés de leurs unités, à bord de son cotre de pêche de 8,50 m qu'il avait baptisé le Pourquoi pas. Il se serait rendu à 3 reprises à Jersey après l'arrivée des Allemands à Invic, et jusqu'à Fowey en Carnoailles anglaise le 4 juillet 1940. François Floïc, futur aide de camp du général de Gaulle, alors élève de l'école d'hydrographie, profite de l'escale à l'Ogivie du bateau pilote du port de Rouen, le F Savane, pour s'évader. 6 jours plus tard, tous se mettent sous les ordres du général rebelle, qui, passant en revue les 500 premiers Français libres, s'exclame « À vous seul, vous représentez le quart de la France ». Le parcours de Jeanne Boeck, Rateau, est assez exceptionnel. Fille de marin du Nord Finistère, l'adolescente étudie les mathématiques à la faculté catholique d'Angers en 1939 et se fait embaucher comme chimiste à la poudrerie de Brest en mars 1940. L'idée de vivre dans une France occupée lui était bien insupportable, son profond patriotisme s'y opposait. Le 18 juin, elle s'embarque sur le remorqueur Abeille 4 qui la débarque à Plymouth en Angleterre. Elle s'engage le 6 janvier 1941 dans le corps féminin des volontaires de la France libre, et part se former à Bournemouth. Un jour elle est dirigée, en raison de son premier emploi, vers le petit laboratoire pour créer des engins de sabotage faciles à fabriquer à domicile. Désireuse de combattre en France, elle se met en relation avec le colonel de Warin, alias Passy,
qui la recommande de poursuivre les stages organisés par l'école de sabotage. Elle étudie les armes et le tir instinctif, le cambriolage, et le combat à l'arme blanche. Elle est parachutée en France le 29 février 1944 en France, et participe activement à des actions de sabotage de lignes de chemin de fer. Dans la Drôme, plusieurs officiers français blessés amenés de Lyon entendent l'appel du général du 18 juin et partent immédiatement à Bordeaux pour prendre un bateau en direction de Londres. Si la précocité de l'engagement des Bretons dans les forces de la France libre, FFL, est connue et précisée à juste titre par les historiens, il convient de rappeler également que dans la Drôme, plusieurs officiers français blessés amenés de Lyon entendant l'appel du général du 18 juin et partent immédiatement à Bordeaux pour prendre un bateau en direction de Londres. De même, à 2 tentatives d'embarquement déjouées par la police française ont lieu à partir des calanques de Cassis, le 10 septembre et le 16 septembre 1940. Dans les 2 cas, une dizaine de Polonais sont interpellés. Le lieutenant de vaisseau Honoré Estienne d'Orve est âgé de 39 ans, lorsqu'il décide de déserter après l'armistice son poste de la flotte d'Alexandrie pour rejoindre la France libre, en exposant à son chef les motifs de sa dissidence. Le patriotisme intransigeant de cet officier fait partie, avec le culte de l'honneur nobiliaire, du patrimoine moral, famille, religion et patrie qu'il est fier d'illustrer. Ancien polytechnicien, c'est un homme cultivé et initié par la conférence de Saint-Vincent-de-Paul et les équipes sociales de Robert Garrick, aux problèmes sociaux, mais pas à la politique. Il va quitter l'Angleterre et débarquer clandestinement sur les côtes bretonnes, le 22 décembre 1940. Avec 2 compagnons, Jean Dornic et Maurice Barlier, il met sur pied un des premiers réseaux de renseignement en France, le réseau Nemrod, installé à Nantes. Mobilisé en 1939, Claude Lamiraud est âgé de 22 ans. Il cherche aussitôt après sa démobilisation à gagner l'Angleterre. Mais comment trouver le bon contact ? Issu d'une famille bourgeoise, ancien militant de l'Action française et de la Cagoule, il se renseigne chez des amis. Finalement, il réussit à quitter la France en juin ou octobre selon les témoignages, par Gibraltar. En octobre 1940, c'est la reine du Pacifique qui le débarque avec d'autres Français à Liverpool. Après un rapide entraînement, il est parachuté le 11 janvier 1941, avec mission de créer un service de renseignement en Bretagne, Normandie et la région de Châteauroux. Son budget est limité à cette époque. Claude Lamiraud crée le réseau Jade Fitzroy qui ne se compose, au début de 1941, que de quelques membres. L'organisation s'étend rapidement et comprendra bientôt plusieurs centaines d'agents et 10 sous-réseaux. Né en 1919, Émile Aubry cherche en décembre 1940 à acheter un bateau en vue de quitter la zone occupée. En relation avec le réseau Vélité Thermopyle, il réussit à constituer un dépôt d'armes et s'organise pour partir vers l'Angleterre. Arrêté par un mouilleur de mine allemand, le 13 février 1941, il est condamné à des travaux forcés à perpétuité et déporté en Allemagne. Combien sont-ils les hommes et les femmes qui ont essayé en 1940 de partir vers l'Angleterre ou de joindre l'Afrique du Nord, pour continuer le combat, et qui n'ont pas réussi pour diverses raisons ? Aucune étude ne les prend en compte, pourtant ils ont risqué leur vie pour pouvoir résister à l'ennemi. En zone libre dès le 19 juin 1940, l'attention des services de police de Marseille est attirée par le comportement suspect de certains militaires ou d'individus, souvent d'officiers français, cherchant à s'embarquer sur l'un des bateaux pour joindre Londres. Affectés à Pau, Pierre Messmer et Jean Simon sont ulcérés en prenant connaissance de la demande d'armistice de Pétain. Ils partent pour Marseille à bord d'une moto volée. Le 19 juin 1940, ils lisent dans le Petit Provençal l'appel du général de Gaulle, ce qui les motive à partir immédiatement en Angleterre. Les 2 amis cherchent un embarquement sur les quais et finalement rentrent en contact avec le capitaine Hubert Vuillemin, qui leur propose d'embarquer sur le navire qui doit les conduire à Oran. À bord se trouvent aussi des clandestins parmi lesquels les élèves de préparation navale de Toulon ou de l'école d'hydrographie de Marseille. À mi-trajet, en apprenant la signature de l'armistice, le commandant Hubert Vuillemin détourne le navire vers Gibraltar. Arrivés à Londres, Pierre Messmer et Jean Simon sont affectés par le général de Gaulle sur leur demande, à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Au premier rang des candidats au départ,
figurent notamment les militaires anglo-saxons qui n'ont pas réussi à quitter la France. Ils arrivent souvent à Marseille sans pouvoir bénéficier d'un véritable contact. Ils ont quelques points de chute, comme le bar Le Petit Pousset, proche de la gare Saint-Charles et la Canebière où ils trouvent les liaisons nécessaires. Arthur Koestler a évoqué le départ des quais de la Joliette d'un certain nombre d'entre eux. Le lieutenant d'infanterie Fred Scamaroni, âgé de 26 ans, se préparait à la carrière préfectorale lorsque la guerre éclate. Il part pour Saint-Jean-de-Luz, grâce à un faux ordre de mission, et parvient à s'embarquer à bord du croiseur polonais le Sobieski, le 21 juin 1940 à destination de l'Angleterre comme 110 autres aviateurs. Arrivé à Londres, il s'engage immédiatement dans les forces françaises libres FFL. Né à Bayonne en avril 1922, Bernard Crouzat prépare en 1940 l'entrée à l'école navale au lycée Saint-Louis à Paris. Il ne peut accepter la défaite. Il se rend à Tarta dans sa famille et cherche à rejoindre l'Angleterre. Sous le nom de Robert J. Lalande, Canadien-Français, il embarque le 20 juin 1940 à Bayonne sur le chalutier armé d'un anti-sous-marin, le président Undius, transportant environ 500 Polonais et 12 Français. Il arrive à Gibraltar le 25 juin. Le lendemain, Bernard Crouzat embarque sur le cargo Rhin et débarque à Plymouth en Angleterre le 30 juin. Il entre à l'école navale anglaise au mois de juillet 1940 et en sort avec le grade d'enseigne de vaisseau. Lieutenant de la Royal Navy à titre temporaire, il est affecté au HMS Lucifer. Charles Ancier, engagé volontaire incorporé le 18 septembre 1939, est envoyé au centre d'instruction d'aspirants de Fontenay-le-Comte. Il s'en évade le 15 juin 1940 et se rend par ses propres moyens à Saint-Jean-de-Luz d'où il s'embarque avec l'armée polonaise pour la Grande-Bretagne. Dès le 1er juillet 1940, il signe un engagement au FFL et participe à l'expédition de Dakar le 13 septembre 1940. Jean-François Mourad-Chollet mentionne que le nombre des ralliements au FFL jusqu'à novembre 1942 est assez limité. Il remonte à environ 200 personnes par mois. À la même période, Vichy attire pratiquement 4 fois plus de jeunes Français que les FFL. L'attrait de la France libre n'est donc pas assez puissant auprès de l'opinion française pour susciter des ralliements massifs. Comme l'a démontré Pierre Laborie, les Français évoluent lentement de la fin 1940 au milieu de 1942 en se détachant inégalement et par degrés de l'emprise du pétainisme et du maréchalisme. Mais le départ vers Londres ne signifie pas toujours l'engagement dans les forces françaises libres. Ainsi, Henri Laugier, premier directeur du CNRS et proche de la gauche antifasciste, est profondément affecté par la défaite et l'avènement du régime de Vichy. Révoqué le 25 juillet 1940, il part à Londres pour rejoindre des collègues. Antimilitariste et franc-maçon, Henri Laugier regarde avec suspicion le chef de la France libre et refuse de rejoindre De Gaulle. Il partira par la suite au Canada, avec l'aide de la Fondation Rockefeller. Le phénomène résistant implique donc d'abord un geste individuel. Ce sont des volontés singulières qui vont s'agréger et s'intégrer tant bien que mal dans les groupes qui eux-mêmes se réunissent en mouvement. Il a une grande diversité dès 1940, sur le plan social, géographique et politique. L'engagement des militaires polonais et belges. La majorité des soldats des unités organisées de l'armée de terre polonaise engagées en France sont tués ou faits prisonniers dans les combats de juin 1940. 4000 hommes arrivent à rejoindre les lignes françaises. Le 15 juin, les officiers polonais sont dirigés vers Brest, d'où ils embarquent vers l'Angleterre. Après l'occupation de Paris, le gouvernement polonais, à la suite du gouvernement français, se replie à Libourne. L'annonce de la demande d'armistice le 17 juin 1940 par le maréchal Pétain frappe de stupeur tous les responsables politiques ainsi que les chefs militaires de son armée. Jusqu'au dernier moment, le général Władysław Sikorski n'a jamais cru à l'effondrement de la France. Il refuse d'accepter l'idée de l'armistice, et en tant que chef d'un pays allié de la France, il n'en a pas été informé. Il refuse énergiquement d'obéir aux ordres de l'état-major français, lui demandant de replier toutes les forces de l'Ouest. Le 18 juin, le général Sikorski rencontre le maréchal Pétain à Livourne, pour l'informer de la volonté de son gouvernement de ne pas déposer les armes et de sa décision de continuer la lutte aux côtés de la Grande-Bretagne.
En demandant l'armistice, la France ne respecte pas son engagement du 4 septembre 1939, qui stipule de ne conclure d'armistice ou de traité de paix que d'un commun accord avec le gouvernement polonais. Il lui demande aussi de pouvoir bénéficier de l'aide de la marine française pour évacuer les troupes polonaises vers la Grande-Bretagne. Le responsable du gouvernement français prend acte des décisions du général, mais n'accorde pas l'aide demandée à l'évacuation des troupes. À la suite de ce refus, Sikorski télégraphie à Winston Churchill pour l'informer de la volonté de son gouvernement de continuer le combat, et lui demande l'aide nécessaire pour procéder à l'évacuation des quelques 40 000 soldats polonais qui se trouvent dans l'ouest de la France. Le 19 juin, Sikorski s'envole à bord d'un avion britannique pour Londres. La marine britannique met très rapidement en place une opération d'embarquement des troupes polonaises qui refluent vers les ports de l'Atlantique. Sous le manteau de l'assistance matérielle aux militaires et aux réfugiés civils, les consulats polonais de la zone libre deviennent très vite des centres de conspiration au bénéfice des Alliés. Des filières d'évacuation sont ainsi organisées sous leur égide, procurant papiers et assistance aux soldats polonais afin de leur permettre de gagner l'Espagne ou l'Afrique du Nord. De son côté, le général Jules Kleberg, attaché militaire, envoyé par Sikorski auprès de l'ambassade de Pologne et du gouvernement de Vichy, œuvre à Marseille pour inciter les soldats à émigrer, coordonne la logistique des moyens mis en œuvre. Dès le mois de juillet, il fait venir de Toulouse à Marseille plus de 200 Polonais qu'il espère évacuer par le cargo Panama qu'il avait acheté. Mais contrairement à ses attentes, les autorités françaises s'opposent fermement à l'embarquement. Une nouvelle tentative clandestine échoue quelques semaines plus tard. Avec l'aide d'abord de l'ambassade de Pologne et des consulats, puis celle de la Croix-Rouge polonaise installée sur la Côte d'Azur, les candidats au départ sont pourvus de certificats de démobilisation et de visas de sortie de France, vrais ou faux, qui leur permettent de se rendre en Afrique du Nord puis de regagner l'Angleterre. À Londres, au mois d'août, l'amirauté polonaise donne mission au lieutenant Ladislas Potocki, Calixte, officier polonais, de partir pour la France dans le but d'y monter un secteur de renseignement. Il s'implante à Vichy. Le 27 août 1940, le lieutenant et ingénieur de marine Tadej Jekiel, pseudo-doctor, s'envole à son tour dans l'avion de nuit en direction de Lisbonne. Il voyage avec un passeport diplomatique, en tant que fonctionnaire cherchant à rejoindre son poste au consulat polonais de Marseille. Derrière cette couverture, il a pour mission de se rendre en France afin d'y monter un service de renseignement orienté sur les activités de la marine. Il réussit à joindre à Toulouse le commandant Tudor, à qui il confirme sa nomination comme chef du réseau F2. Tadej apporte avec lui un code grâce auquel, dès le 15 septembre, les premiers renseignements sont transmis à Londres par radio. F2 est donc pratiquement le seul réseau organisé qui pouvait communiquer avec Londres. Jusqu'en 1941, les rapports gagnent Londres en transitant par la Suisse et ensuite par la légation des États-Unis à Vichy et par Gibraltar. Une deuxième organisation de combat est dirigée depuis 1940 par l'ancien consul général à Lille, réfugié à Lyon, Alexandre Kowalkowski. Il s'agit du PON, Organisation polonaise de lutte pour l'indépendance, organisation qui dépend du gouvernement polonais de Londres. Bien qu'officiellement le PON apparaît en 1941, ses racines se trouvent dans l'été 1940 lorsque des officiers polonais et des dirigeants qui s'embarquent pour rejoindre à Londres le gouvernement en exil engagent avec d'autres résistants en France un projet d'action coordonné. Dans sa première phase d'action, le POWNMONIKA, dépendant du Bureau d'action continentale, installé à Londres, avait pour tâche d'organiser la résistance partout où se trouvaient des Polonais, de préparer des opérations de sabotage, de faire de la propagande anti-allemande, d'organiser les services de renseignement, de préparer la mobilisation des Polonais, de collaborer avec la résistance française en remplissant le rôle d'allié. Le PON s'est d'abord constitué dans le sud-ouest de la France, en zone libre. Il participe notamment à la reconstitution d'un bataillon polonais à Saint-Agrève, Ardèche, formé de jeunes de la région stéphanoise. La résistance polonaise prend d'autres formes comme l'accueil d'agents anglais dans la cité de Beaulieu, Roche-la-Molière. Très vite, le PON collabore avec le F2, cherchant à accroître l'efficacité de son organisation. Plus de 200 militaires belges sont cantonnés en zone libre dans l'attente de pouvoir passer en Espagne.
Certains militaires belges évadés des camps de prisonniers d'Allemagne ou de Belgique passent en zone libre munis de fausses cartes d'identité françaises. Leur objectif est de passer la frontière hispano-andorrane et d'arriver à Madrid. À Perpignan, ils sont recueillis par Edmond Devers, commandant aviateur de l'armée belge, et sa femme, qui leur distribue les fonds nécessaires au passage. Par ailleurs, une mission belge de renseignement en liaison avec Londres s'installe à Chalon-sur-Saône pour recueillir le maximum de renseignements susceptibles d'aider l'Angleterre dans la conduite de la guerre. La résistance belge est surtout connue en France par le biais de réseaux implantés. Les réseaux de renseignement Zéro France, Coty et Reims-Noël, certaines filières implantées près de la frontière entre les deux pays, groupe de Roubaix rattaché ensuite au réseau Ali France, ligne Dragon dans les Ardennes, des relais d'organisations clandestines belges comme la ligne d'évasion Comet. On sait moins qu'à l'image des principales filières d'évasion belges qui passent par la France, les centrales successives de transmission du courrier produit par la résistance belge sont situées à Grenoble en 1942, puis à Paris en 1943. Les pionniers de la résistance belge, collectant spontanément du renseignement, cherchent à travailler directement avec les Britanniques. En juin 1942, est créé le réseau de renseignement belge d'Elbow à l'initiative du service de la sûreté de l'État belge à Londres et travaille en coopération avec l'état-major allié. Le major Émile Delannoy, d'Elbow avec l'aide de Jean-Pierre Bonsan-Brulage, installe son quartier général à Paris. Les activités se déploient sur la façade atlantique pour recueillir des renseignements sur les défenses allemandes avant leur transmission aux Alliés. Suite à l'arrestation de plusieurs agents et à la découverte de planques parisiennes par les services du SIPO-SD, le 22 mai 1943 à Paris, le quartier général est déplacé à Niort. D'Elbow devient d'Elbow Phoenix. Par l'entremise de Céline Le Scollan, agent aux ponts et chaussées, une cellule niortaise composée de Louis Michaud, employé aux ponts et chaussées, Pierre Brunteau, pharmacien, Armand Millet, inspecteur départemental des transports SNCF, Maurice Lebrun, agent au parc automobile des ponts et chaussées, Henri Lambert et Robert Baudet, directeur du contrôle économique, est créé. En octobre 1942, Émile Delannoy, soucieux de développer le réseau dans la région, rencontre ce noyau. L'équipe niortaise s'étoffe pour offrir tous les services clandestins indispensables à la transmission des courriers et à l'exfiltration des agents. Pierre Chanteloz, photographe niortais, reproduit les plans et documents. Huguette Moinard, résident à Niort, dactylographie les courriers. René Michaud, frère de Louis Michaud, reproduit les plans des défenses allemandes et des croquis expédiés à Londres. Les familles Gadreau, Bello, Gibault, Coffretot hébergent les agents. Ces résistants courageux ne figurent pas dans les travaux des historiens français, comme s'il s'agissait d'une volonté d'oublier leur contribution pour la libération de la France. Refus de la présence allemande. Dans les Vosges, le Nord et le Pas-de-Calais, les Ardennes et la Lorraine, la mémoire du territoire envahi en 1870 puis en 1914 est toujours présente dans les familles. Même si au début les relations avec les autorités allemandes sont correctes, le Boche reste l'ennemi principal contre lequel il faut lutter pour libérer son pays. Dès la fin de l'été 1940, quelques actes individuels traduisent cet état d'hostilité aux occupants. Le 20 septembre 1940, plusieurs jeunes gens défilent, drapeau en tête, dans les rues de Dombasle, sous la conduite de séminaristes en chantant la Marseillaise. Dans l'arrondissement de Nancy, des femmes sont condamnées pour avoir insulté les troupes d'occupation, notamment à Pont-à-Mousson, à Saint-Max et à Saint-Nicolas-de-Port. Quelques commerçants refusent de vendre aux soldats allemands des denrées non contingentées. À leur arrivée, les officiers réquisitionnent les plus belles demeures pour se loger, et leurs services prennent rapidement possession d'un grand nombre de bâtiments publics pour y installer leurs bureaux, leurs magasins ou leurs hôpitaux. Certains réquisitionnent des maisons particulières d'où ils chassent les habitants, ou les relèguent dans une pièce, une grange ou un grenier. En 1940, après avoir refusé d'intégrer une association nazie en Alsace annexée, Lopfering, Marcel Vénoum, âgé de 16 ans, est renvoyé de son poste de dessinateur industriel et constitue, avec ses collègues de dessin, le réseau de la main noire. Leur activité est d'abord symbolique. Des graffitis de Croix de Lorraine fleurissent sur les murs de la ville. Puis, à partir de novembre, le groupe passe à l'action via des sabotages, d'installations de chemins de fer, de postes de transmission,
ainsi que des pillages des automobiles allemandes, des arrachages d'affiches et d'insignes, etc. Ces membres récupèrent aussi des armes, dans des forts abandonnés, et font ainsi monter la pression. En décembre, ils commencent à jeter des grenades contre les vitrines qui exposent le visage d'Hitler en ville. Le 14 juillet 1940, Henri Saval, économe radical socialiste des Hospices de Rouen, arbore le drapeau tricolore sur sa maison. Il rejoindra Césaire le Vilain, dit Charles Le Cèdre, dans le réseau Cohorasturie. Dès 1941, il transmet les plans des installations allemandes de la côte. À Bussière, village du Mâconnais où cantonnent pendant plusieurs jours les troupes allemandes, 2 paysans, anciens combattants de la Grande Guerre, coupent les vannes permettant d'amener l'eau aux abreuvoirs des chevaux. Des cheminots, des paysans, des soldats ramassent les armes abandonnées pendant la débâcle en espérant un jour s'en servir. Il est impossible de comptabiliser avec précision toutes les manifestations de la désobéissance civile. Résister, c'est aussi refuser de se soumettre au décret allemand interdisant la possession d'armes. En zone occupée, des hommes et des femmes commencent à ramasser de leur propre initiative des armes et à les cacher, dans les Ardennes, dans l'Aisne, en Normandie, dans le Nord et en Bretagne. Aucun de ceux qui effectuent ces gestes ne sait quand serviront les armes. Mais c'est un acte d'espoir, un peu fou sans doute, mais aussi un premier acte de refus de la situation présente, de soumission. Des camions allemands sont sabotés dès juillet 1940 dans le Creusot. Ceux qui ont ramassé et caché des armes en mai et juin ne savaient qu'une chose, elles ne devaient pas servir l'ennemi. Les inscriptions commencent à apparaître sur les murs, en travers des affiches allemandes. Nazis assassins, nous vaincrons, les Boches au poteau, défi lancé au peloton d'exécution allemand. René Vauthier et quelques-uns de ses copains éclaireurs de France à Quimper ont décidé de retarder les Allemands, en leur barrant la route et en faisant des barrages. Ils ont commencé à creuser des trous. Cela n'a pas empêché la réquisition du lycée par les Allemands. Au début, il s'agit d'une plaisanterie. Les enfants déplacent les poteaux indicateurs mis en place par les Allemands. Ensuite René Vauthier lit des poèmes de Victor Hugo, appelant à la lutte contre les Prussiens, et un groupe de jeunes résistants se forme. Le 27 décembre, à Rouen, le jeune Antoine Roquet, âgé de 14 ans, confectionne et diffuse des papillons avec des slogans retransmis par les postes radiophoniques anglais. Ailleurs, ce sont des personnes accusées de diffuser des tracts gaullistes, d'autres qui projettent de quitter la France pour l'Angleterre ou d'autres encore qui ont aidé les autres à passer illégalement la frontière ou la ligne de démarcation. Certains sont accusés de détenir des armes ou de se livrer à des actes d'espionnage. Ancien combattant de la Grande Guerre, Georges Labarthe décide d'agir face à l'occupation du lycée Saint-Louis par les Allemands. Démobilisé, il se trouve à Vierzon, et il fait tout ce qu'il peut pour faire face à l'occupant. Rapidement, son café situé en plein quartier latin devient la plaque tournante pour un grand nombre d'anciens étudiants sortant de Polytechnique, de Saint-Cyr, de Naval et des écoles de l'air, ou pour des prisonniers évadés qui cherchent à passer en zone libre. Fin 1941, il renoue avec Jean Rivet, maître d'internat au lycée Saint-Louis qu'il connaît depuis longtemps. Ensemble, ils montent un groupe destiné à faire passer la ligne de démarcation et la frontière espagnole via Biarritz. C'est le début du réseau Shelburne, branche du Special Operations Executive SOE, les services secrets britanniques. Dans le contexte de l'été 1940, aucun modèle explicatif global ne peut rendre compte à lui seul des choix effectués. Comme l'expliquera Christian Pineau, fondateur du mouvement Libération Nord. Nous vivons, écrit-il, un des moments de l'histoire où le choix s'opère dans le cœur de chaque homme pour des raisons qui échappent aux règles de la logique comme aux soucis de soi-même. Permanence, fidélité, revirement, ces attitudes entretiennent avec le passé des liens plus ou moins serrés. D'autres pionniers de la résistance s'inscrivent au contraire dans une logique de franche rupture. Certains combattent la passivité ambiante, sans que l'on puisse trouver dans leur histoire d'antécédents sous la forme d'actes d'insoumission. Plusieurs tournent le dos à leur modèle de comportement habituel. Tous les pionniers de la résistance sont guidés en réalité par un faisceau, plus ou moins dense, de motivation. Il existe finalement autant de facteurs explicatifs qu'il y a de cas de figure, c'est-à-dire de résistants. De ce point de vue, chacun des protagonistes mériterait une analyse particulière. Cause plurielle, mais aussi cause changeante. Cette dernière dimension a tendance à être sous-estimée.
Refus de collaborer avec les occupants. Quel comportement adopter dans la vie quotidienne de la ville occupée? Faut-il adapter le savoir-vivre à l'occupation? Ces questions que chaque Français patriote se pose sont trop souvent négligées par les historiens français, qui les estiment subjectives et trop intimes pour devenir objet d'histoire. Se réveiller occupé est pour tous les Français ordinaires et en particulier pour les fonctionnaires, une forme de dépossession de leur propre vie. Les Allemands s'installent en maîtres dans toutes les villes occupées, circulant quasiment seuls et à vive allure. Le dimanche 23 juin 1940, Léonce Vieljeu, colonel de réserve et maire de La Rochelle, refuse d'abaisser le drapeau français malgré l'insistance menaçante d'un lieutenant des blindés allemands. Le 20 septembre 1940, il récuse de faire apposer sur les murs de la ville des affiches anti-anglaises à la suite des bombardements de la flotte française par l'aviation anglaise à Mer el-Kébir. Devant cette attitude, les Allemands le font démettre de ses fonctions par le préfet. L'acte de refus de se résigner du maire rejoint celui d'autres habitants dans le département. À Jonzac, dès le mois d'août 1940, l'adjudant-chef de la gendarmerie Bernard procure à 17 prisonniers de guerre évadés des fausses cartes. Rentré à son garage à Fontainebleau en 1940, Georges Félix commence par refuser de réparer tout véhicule allemand. C'est en octobre 1941 qu'il prend contact avec René-Élise de Bouron et le gendarme Bénard. Il souhaite rejoindre de Gaulle à Londres, mais ce n'est pas aussi évident. Il se limite pour le moment à transmettre quelques renseignements à Londres grâce à ses contacts. De tels exemples d'initiatives individuelles deviennent de plus en plus nombreuses au fil des mois, preuve que certains refusent de rester inactifs et apathiques face à la situation de leur pays. Dès le début de l'occupation, toute la production de la zone proche de Paris est orientée pour satisfaire les besoins de l'armée allemande. Ceux-ci trouvent à leur arrivée une économie tournée vers l'effort de guerre. Ils se chargent d'organiser le système de production de façon à en être les uniques bénéficiaires. L'industrie française tourne désormais pour alimenter la consommation de l'Allemagne. Une des façons de nuire à l'occupant et de gêner la machine de guerre du Reich consiste à empêcher l'Allemagne de bénéficier des produits français, c'est-à-dire à trouver les moyens de saboter la production. Détruire volontairement sa propre production demande de faire abstraction de toute culture ouvrière, très ancrée dans les mentalités. Les enjeux sont cependant suffisamment importants pour que certains travailleurs acceptent de franchir le cap. Il faut agir avec précaution pour abuser la vigilance des ouvriers allemands affectés au contrôle de la production et éviter les délations possibles de collègues mal intentionnés. L'ingénieur en chef des mines dans le Pas-de-Calais refuse en 1940 d'intensifier la production au profit de l'armée d'occupation. Il est immédiatement arrêté. Au Creusot dans le Saône-et-Loire, la puissante usine Schneider productrice d'acier de locomotives et de canons doit faire face aux nouvelles exigences allemandes. La direction de l'usine s'oppose à ce que les commandes allemandes passées soient prioritaires, et une résistance passive et active soutenue par le directeur Henri-Charles Strauss s'instaure. Production minimum, retard de livraison puis sabotage. Monsieur Villet, directeur du groupe des industries métallurgiques, fait entrer dans ses services dès le 25 novembre 1940, l'ancien étudiant Philippon, qui aide les prisonniers évadés sans papier dans les recherches d'un emploi et plus tard des Juifs en difficulté. Philippon obtient une carte de circulation à tarif réduit, ce qui lui permet de se déplacer facilement et de placer les gens sans papier à Clichy, à Arcueil et en faire passer la ligne de démarcation à certains. Notamment, des ouvriers français du pays de Montbéliard travaillant pour des usines au service des Allemands, dérobent une partie du matériel et le passent en Suisse. Des actions de sabotage sont menées dans plusieurs entreprises, en particulier dans les usines de guerre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.